C'est notre rendez-vous mensuel pour vous livrer les dernières tendances sur les marchés, l'industrie des ETF. Nous profitons chaque mois de l'observatoire Yomoni, créé il y a de nombreuses années maintenant par Yomoni, et son directeur des investissements, Olivier Malteste, est à mes côtés pour en parler. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. On fait le point sur l'été, c'est ça? Juillet-août, on a panaché les 2 mois d'été effectivement pour regarder un petit peu ce qui s'est passé déjà du côté des flux ETF en Europe, Olivier. Oui, alors c'est 2 très bons mois. Ouais. Le mois de juillet a été très très fort, parce qu'on avait environ un peu plus de 21 milliards 6 de collecte sur les ETF, donc c'est un très très bon mois de juillet. Et août, et dans la même lignée, on est à environ 20 milliards de collecte sur le mois d'août. C'est un très très bon cru 2024. Depuis le début de l'année, on est à plus de 140 milliards de collecte sur les ETF. Au même moment, en 2023, on était à 106. Et sur toute l'année 2023, on était à 167. Donc on voit qu'on est parti certainement pour faire, si ça continue comme ça, faire une année record historique sur les ETF. Ouais. Donc voilà, très bon. Il n'y a pas de pause estivale. Enfin, non, mais c'est intéressant parce que c'est des mois avec des flux, comme vous dites, qui sont conséquents par rapport à des mois de l'année qui sont des mois d'activité réguliers, on va dire. Là, il n'y a pas de pause sur les ETF l'été, quoi. Chaque fois qu'il y a des rotations, des mouvements de marché, la gestion active toujours dit c'est le moment des gérants actifs, et on voit quand même que les flux sont restés très très importants, même pendant l'été sur la gestion. Ça permet aussi d'être tactique, parfois les ETF. Ah oui, on est d'accord avec ça. Évidemment, vous ne seriez pas là sinon, Olivier. Si on regarde un peu par classe d'actifs, qu'est-ce qu'on peut dire de la décomposition de ces flux, Olivier? Donc là, on a la somme sur les 2 mois. Donc évidemment, une très grosse collecte action avec un peu plus de 25 milliards et une collecte obligataire de 13 milliards. Si on rentre un peu plus dans le détail sur les 2 mois, ce qui a à noter sur le mois de juillet, c'est qu'on a une forte collecte obligataire, puisqu'on avait environ un peu plus de 10 milliards du coup en actions pour 8 milliards et demi en obligataire. Donc en général, ça collecte toujours plus sur les actions, sur les obligations, à part sur des moments un peu particuliers comme en 2023, mais le mois de juillet a été très fort sur les obligations, et on est revenu sur quelque chose d'un peu plus normal en termes de actions-obligations sur le mois d'août, avec 14 milliards au mois d'août sur les actions pour 4 milliards et demi sur les obligations. Donc très forte collecte, on l'a dit déjà. Matières premières, donc les 2 mois, juillet et août, ont été mois de décollecte sur les 2 mois, alors qu'on avait eu juste avant 2 mois de collecte. On revenait sur la collecte positive. Alors ça a beaucoup baissé quand même pendant l'été, les matières premières d'ailleurs. Oui. Et quand on regarde vraiment ce qui a baissé, c'est les métaux précieux et en particulier l'argent. L'or a collecté un petit peu sur juillet et plutôt flat sur le mois d'août. C'est vraiment les métaux précieux et spécifiquement l'argent lorsqu'on regarde vraiment les et l'or à $2600, il y a pas. On a beaucoup parlé des investisseurs asiatiques, etc., les ETF Asie, etc. Mais j'entendais ces derniers temps que c'est dans les produits qui permettent en Europe de s'exposer à l'or, ça commençait. On voyait quand même des particuliers arriver. C'est pas si spectaculaire que ça, vous nous dites. On a eu des mois où, alors que l'or continuait de monter, on avait des collectes. Et en plus, mais je me souviens très bien. Oui, bien sûr. Ensemble. Et donc juin, c'était revenu un petit peu, juillet aussi, mais vraiment de manière très faible. Et août, en fait, c'est plutôt flat. Donc, c'est toujours pas les ETF qui viennent... Qui drive le flux sur l'or aujourd'hui. Sur la partie action, qu'est-ce qui a intéressé le plus les investisseurs dans cet univers-là, Olivier? Alors, globalement, on est resté sur les grosses capitalisations de manière mondiale, plutôt couvertes aussi en change. Donc ça c'est resté vraiment la grosse tendance sur juillet et août. Ce qui est un petit peu à noter en termes de collecte sur juillet, ça a été une percée, une tentative sur les petites capitalisations américaines. On l'a vu en juillet, on l'a pas vu en août, donc ça s'est arrêté en termes de vraiment de gros flux de collecte. Donc cette petite tentative-là. Et là, ce qui revient en août plutôt, c'est les grosses capitalisations européennes. Donc voilà, on espère que pour l'Europe que ça bien sûr. Mais en tout cas, il y a une tentative. Nos indices ont remarqué des sommets. Il y a un beau retour. Et puis les actions émergentes aussi reviennent un petit peu sur ce mois d'août. Mais voilà. Et en termes de rachat, par contre, là, il n'y a pas vraiment de grosses tendances. C'est-à-dire qu'entre juillet et août, on a des vraies différences sur ce qui a le plus décollecté en termes ETF. En juillet, on a vu de la décollecte sur la Chine, de manière relativement importante sur les actions chinoises, les services de santé aussi. Et en août, plutôt sur les services financiers et des grosses capitalisations vraiment sur la croissance. Je pense qu'il y a eu des gens qui sont sortis certainement sur la tech aussi en début août, c'était compliqué pour que ça revienne. Et donc il y a eu, ça s'est vu sur les flux des ETF, sur la croissance sur les grosses capis. Bon, intéressant quand même la tentative sur les small caps, parce qu'on va bientôt finir le 3e trimestre. Aux États-Unis, en tout cas, le Russell 2000 risque de faire une meilleure performance trimestrielle que le S&P 500. À confirmer encore, il reste quelques séances d'ici là. Il y a beaucoup de retard, on le sait, donc on attend vraiment un moment où les flux vont revenir. On voit plusieurs fois des petites tentatives, mais pour l'instant, ça se prolonge pas de manière consécutive sur plusieurs mois.
Il n'y a pas une tendance en termes de flux de ce point de vue-là sur les ETF. Bon, un mot rapide de l'ESG pour nous dire que oui, ça reste assez plat. Hein, je vois. Ça reste très très faible au niveau des volumes ESG. Sur le mois de juillet même en action, ça a légèrement décollecté par rapport au traditionnel. Donc on est vraiment sur une année qui est toujours très très en berne. Donc décollecte en juillet sur les actions. 2% de la part de la collecte action va sur l'ESG au mois d'août. Donc vraiment très très faible. Hein. L'ordre de grandeur en termes de répartition sur les assets, sur les encours, c'est de l'ordre de 20%, comme vous le voyez. Et sur le côté obligataire, on est à 19% de collecte qui va sur l'ESG en juillet et 16% sur le mois d'août. Donc c'est vraiment, c'est faible et c'est en dessous des encours. Donc c'est une légère baisse de part de marché de l'ESG toujours via les véhicules ETF. Un mot du palmarès des acteurs, de ceux qui émettent des ETF. BlackRock est toujours leader, je vous laisse me le confirmer. Oui. Olivier, le jour où ce ne sera plus le cas, comme dit, on fera une émission spéciale. Non, la vraie nouveauté, c'est les négos entre AXA IM et BNP Paribas Asset Management. Deux petits poids dans le monde des ETF. Tout à fait. Mais qui se connaissent bien. Qui se connaissent bien, oui, parce que pour les gens qui suivaient depuis très longtemps déjà le marché des ETF, donc c'est assez vieux, ça a presque 20 ans, mais il faut se souvenir que quand BNP est arrivé sur le marché des ETF, ils l'ont fait en partenariat avec AXA au début. Donc ça, c'était 2005. Ils avaient créé la marque Easy ETF ensemble, avant que 4 ans après, AXA revende sa participation directement à BNP, et BNP, du coup, était resté complètement acteur. Amusant aussi, c'est que l'année dernière, AXA est revenu sur le marché des ETF avec le biais, on avait parlé avec le biais des ETF actifs, ce que fait aussi un petit peu BNP sur le côté ESG, donc il se retrouve aussi là-dessus. Et là, donc évidemment, sur toute la fusion de l'asset management, sur la partie asset management, c'est une partie un peu plus anecdotique sur le côté ETF. Oui. C'est rigolo de voir que ce sont deux acteurs qui se connaissent déjà historiquement, qui s'étaient quittés sur le côté ETF et qui vont a priori se retrouver parce qu'ils sont. J'ai l'impression que c'est sur cette partie-là que ça posera le plus de problèmes. Ils seront très contents de se retrouver sur cette partie où ils sont quand même un petit poids, au regard d'ailleurs des tailles respectives de leur maison mère. Oui, voilà. Côté AXA, c'est une quinzaine d'ETF aujourd'hui présents, donc ils auront des fusions. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau UBS, parce qu'il y avait une autre fusion qui est Bien UBS. sûr, oui, une fusion qui s'est faite un peu dans la douleur, on va dire. Et ça y est, sur la partie ETF, les ETF UBS et Crédit Suisse sont fusionnés. D'accord. Il n'y a plus que la marque UBS. Et ça s'est fait aussi pendant l'été, ça s'est terminé pendant l'été. Donc ça, c'est en termes puisqu'on parlait fusion, consolidation. Bien sûr. On le voit entre le moment où ça se fait et le moment où après dans les gammes ça se termine, puisque là ça aussi prend du temps. Amundi vient juste de terminer complètement la refonte de la gamme avec Lyxor. Ça y est aussi, c'est achevé. On voit que ça prend après du temps, le temps d'analyser et puis de faire fusionner les ETF ou les fonds. On verra d'ailleurs si ça a pu avoir un impact dans la commercialisation des produits. Vous connaissez bien l'industrie. D'être dans cette période où il faut refondre la gamme, est-ce qu'on active un peu moins derrière? Est-ce que la commercialisation est forcément un peu plus compliquée? Ou c'est des pros, donc. Oui, alors c'est des pros. Alors ça réfléchit évidemment. Souvent, ce qu'ils ont fait côté Amundi et Lyxor, c'est qu'ils en ont profité pour doublonner avec d'un côté ESG et non ESG. Donc ils en ont profité. Ils ont la version ESG et la version non ESG. Ils en ont profité pour réfléchir comme ça sur développer leur gamme ESG. Après, pour les clients, les investisseurs, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'à chaque fois, il y a des refontes, il y a des déplacements de juridiction. Donc il faut à chaque fois s'adapter, vérifier les modifications qui ont été faites sur les ETF. Donc ça demande un petit peu de travail. Et on voit, ça prend du temps, parce qu'évidemment, il faut réfléchir cohérence de gamme pour des gros acteurs. Et voilà, parce que la fusion Amundi Lyxor, ça fait déjà quelques temps qu'elle est effective. Oui, bien sûr. Et là, ils viennent juste d'achever complètement la migration. Oui, ça aura mis 12-18 mois facile, c'est ça, un bon 18 mois, oui, 18 mois. Effectivement. Oui, 2 ans, quoi. Pour dire les choses. Bon, on finit avec votre positionnement pour le compte des clients de Yomoni, les portefeuilles que vous supervisez. Olivier, quels sont les enseignements un peu de l'été et de cette rentrée aujourd'hui pour l'investisseur là? Alors nous, on redevient un peu plus défensif. On était redevenu neutre il y a quelques mois. Là, sur un positionnement 50-50 équilibré, on est plutôt passé à 55% obligataire, 45 actions. En fait, on trouve que le marché a besoin de souffler certainement. Alors, il y a toujours l'effet septembre et ainsi de suite, mais on a du mal à voir vraiment ce qui pourrait sur les prochains mois. Donc, c'est tactique. C'est pas du tout une inquiétude sur du long terme. C'est vraiment tactique, mais on a du mal à voir le catalyste qu'il pourrait y avoir sur les marchés actions, qui ont quand même bien performé. On pense que la Fed ne fera que 25 points de base et on espère qu'elle ne fera que 25 points de base.
base. Alors, vous seriez perturbé qu'elle fasse 50? Oui, je sais que vous vous dites, mais en fait, la Fed n'aboie pas plus de choses que nous, mais j'en sais rien. En tout cas, on pense que le marché n'interprétera pas ça forcément très positivement. Donc, on reste plutôt prudent. On a coupé complètement nos paris. On avait un pari technologique un peu plus marqué. Ça, on est complètement sorti. On est déjà bien exposé niveau indice, avec le poids des technos, notamment. D'ailleurs, c'est l'autre partie du marché qui performe bien aujourd'hui. Tout à fait. On était long aussi plutôt sur un pari santé qui commence à bien payer et qui remplit bien son rôle. Et ce qu'on commence à faire aussi, c'est à faire une rotation avec des indices, notamment sur les US, des indices plutôt équipondérés, pour arriver un petit peu à, là aussi, s'alléger un petit peu sur le côté techno. Profiter de la diffusion du rallye, c'est ça, du marché. On veut bénéficier un peu de cette rotation qu'on a pu avoir à partir du mois d'août. Et on veut réduire un petit peu ce risque-là. On reste confiant sur du long terme. On a eu ce pari très longtemps. Mais là, de manière tactique, on se dit que septembre-octobre peut être un peu plus compliqué, un peu plus nerveux. Donc, on se protège un petit peu. Les performances sont bonnes. On en profite pour alléger la tech américaine, on va dire le résultat de la petite élection qui nous attend début novembre, peut-être que ça peut aussi changer un peu les choses. Merci beaucoup, Olivier. Merci de venir nous voir chaque mois et nous apporter tous ces insights, tous ces éléments précieux venus de l'intérieur de l'industrie ETF. Et vous êtes le directeur des investissements de Yomoni. Olivier Maltès était avec nous en plateau.